Coucou les filles, les garçons peut-être, je pense pas, mais on va parler donc des règles, hein, qui n'est pas un sujet tabou, malgré ce qu'on pourrait nous faire croire dans cette société que j'adore, comme vous le savez. Donc j'ai 11 pages, j'ai potassé le sujet, et je pense que cette vidéo s'adresse plus si tu es une ado, si tu es une pré-ado, ou si tu es une maman qui a envie de parler des règles à sa fille, eh bien voilà, regarde la vidéo ou montre-lui. Donc déjà, il faut savoir que les règles, ça dure environ 40 ans. Donc, autant te dire que quand ça commence, autant y faire. Hein. Toutes les jeunes femmes en bonne santé, sans problème, ont leurs règles. Donc c'est plutôt une bonne chose hein, si tu as tes règles. Dans toutes mes pages, évidemment, je n'ai pas tout retenu. Je n'ai pas tout appris par cœur car une page égale tout ça. Et il y en a 11. Donc on va faire en gros ce qui m'a marqué. Donc on nous dit que les règles font partie de la vie de la femme. Elles permettent au corps de préparer un jour à donner naissance à un petit bout de chou. Donc, c'est grâce aux règles qu'on peut être maman. Donc, ça n'a rien d'écœurant, au contraire. C'est chiant, mais c'est grâce à elles quand même. Ça veut pas dire que parce qu'on a nos règles, on veut un bébé. Ça veut dire que le corps peut en faire un. Ensuite, tous les mois, une nouvelle muqueuse se forme. Donc là, on est plus dans le... Donc, comment dire ça ? Qu'est-ce que c'est vos règles? Donc, en fait, vos règles, c'est un œuf qui s'appelle l'ovule, hein, qui se met dans la paroi de l'utérus. Donc, l'utérus forme un triangle comme ça. Ici, on a les trompes de Fallope et là, on a 2 ovaires. Donc, l'ovule, il part de l'ovaire, il va dans les trompes, ensuite, il va dans l'utérus. Et si un spermatozoïde ne le féconde pas pour faire un bébé, il se met sur la paroi de l'utérus et le corps, en fait, il va se coller sur la membrane, il y a des dépôts qui vont se faire et le corps, pour se nettoyer, en fait, il va faire les règles pour extraire donc cet ovule non fécondé et tous les déchets qu'il a créés, déchets entre guillemets, hein, qu'il a créés autour de lui. Voilà. Ensuite, on va parler des douleurs. Donc, c'est très courant de ressentir des douleurs. C'est parce que l'utérus se contracte pour expulser la membrane utérine. Voilà. En fait, il se contracte pour pouvoir expulser donc l'ovule non fécondé avec ce qu'il y a autour. Et quand ça contracte, comme pour n'importe quelle contraction, hein, j'ai envie de te dire, un accouchement ou n'importe quoi. Bon là, c'est pas du tout des contractions d'accouchement, je te rassure. Mais il se contracte et ça peut faire des douleurs dans le bas du ventre ou dans les reins. Mais c'est vraiment rien de grave et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a des cachets qui existent pour ça, du spasfon, plein de choses comme ça. Il y a aussi des astuces comme... mettre une serviette chaude sur le bas du ventre en fait et masser quelques minutes, ça aide vraiment. Un bain chaud, ça aide vraiment aussi. Si vraiment tu as mal et que ça ne passe pas et que c'est une douleur insurmontable, je te conseille quand même d'aller voir ton médecin. Et ensuite, si tu es une jeune et que tu me regardes, tu vas plus m'aimer longtemps parce qu'on fait souvent des dispenses de sport à l'école, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, le sport, c'est très bien quand on a nos règles car il libère de l'endorphine et l'endorphine enlève la douleur. Donc oui, on peut faire du sport avec ces règles et ça a certaines vertus. L'endorphine, c'est un antidouleur naturel, donc n'importe où vous avez mal, produisez de l'endorphine et vous n'aurez plus mal, hein, voilà. Après, on va parler des pertes, parce qu'il y a des filles qui sont choquées d'avoir des pertes. Donc, en gros, les pertes, c'est des pertes blanches, ça peut ressembler à du blanc d'œuf.
Ça peut même ressembler à des crottes de nez, des fois, à des glaires. Un truc un peu dégueulasse. Donc, en fait, c'est le corps qui se nettoie avant ou après, et après les règles. C'est pour retrouver un intérieur... Tyson, un intérieur de l'utérus propre et sain. C'est ce qui est dit, hein. Propre et sain. Ça peut être blanc ou jaune pâle. Ils disent qu'on peut mettre un protège-lingerie. Donc pour tout ça, je vous conseille de bien noter le jour de vos règles, le jour de vos pertes, tout ça. Comme ça, vous ne serez pas prise au dépourvu en fait. Il n'y a que maintenant à mon âge que je le fais. Maintenant, on va parler un peu... Alors, je vais vous raconter l'histoire des règles, des protections féminines. Donc, tout ce qui est tampons, serviettes, tout ça dans l'histoire. Et après, je vais vous parler d'un truc hyper important. Donc, je vais vous lire une histoire. Alors, écoutez bien. Les femmes ont toujours eu leurs règles. Ce qui change au fur et à mesure des périodes, c'est l'image des femmes menstruées et donc, de fait, de leur mode de protection périodique. Que ce soit dans les sociétés pharaoniques égyptiennes, japonaises, romaines, africaines, les femmes avaient l'habitude d'utiliser des ressources naturelles pour ne pas être gênées par l'écoulement du sang. Autour d'un petit bout de bois, du lin, de la mousse végétale, du coton, elles l'entouraient, elles plaçaient ça dans leur vagin. Donc c'était l'ancêtre du tampon. Par contre, la religion chrétienne a érigé le sang menstruel au rang d'impureté. Nous l'avons vu dans la première partie de l'histoire de nos menstruations, donc ça c'était dans ce que j'ai lu avant. La femme réglée est considérée comme empoisonnée, elle est donc conseillée par les religieux de pratiquer des saignées lors de la période menstruelle. Il ne fallait pas avoir de rapport sexuel durant cette période au risque d'avoir un enfant roux ou lépreux. Oui, parce que dans l'ancien temps, en fait, roux était une maladie, voire une malédiction. Aussi, je m'égare. Juste, à une certaine époque, les femmes qui avaient leurs règles étaient considérées comme possédées et on leur faisait un exorcisme. Il était hors de question pour une femme d'introduire quoi que ce soit dans son vagin durant cette période. Elle ne devait en aucun cas toucher ce sang impur. Ainsi, le processus utilisé autrefois dans les sociétés anciennes était interdit et envisageable. L'histoire des protections féminines suit l'histoire des sous-vêtements féminins. Au Moyen-Âge, les femmes n'avaient pas de sous-vêtements proches du corps, donc on laissait couler le sang, l'urine et les excréments sous les jupes. Les shorts longs ont fait ensuite leur apparition, mais étaient fendus. Seules les femmes qui pouvaient s'offrir une pièce de tissu qu'elles cousaient à l'entrejambe durant la période menstruelle. Petit à petit, le caleçon s'est fait plus proche du sexe de la femme. Cependant, ce n'était que pour le côté pratique et non hygiénique. Donc, dans le temps, en fait, on ne pouvait pas se protéger si on n'avait pas de sous, parce qu'à savoir que les femmes pouvant bénéficier de tissus, c'était que les femmes aisées. En 1800, aux USA, les femmes et les adolescentes portaient des sacs à chiffon qui contenaient des morceaux de tissu. Ces tissus étaient ensuite bouillis à la fin du cycle. Donc c'était des serviettes écolo, c'était du tissu qu'on faisait bouillir et qu'on se resservait ensuite par la suite. De nombreuses femmes partout dans le monde ont trouvé leur truc, entre guillemets, pour rendre leur vie plus pratique lorsqu'elles avaient leurs règles. C'est pourquoi, réellement, nous ne pouvons pas dater l'apparition de la serviette périodique en elle-même. En ce qui nous concerne, nous refusons de prendre une date de sortie commerciale comme invention des serviettes périodiques, alors que de nombreuses sœurs l'ont fait avant. Ça, je vais pas vous le dire parce que c'est pas important. Au même moment, les déodorants intimes, les douches, sprays vaginaux, portatifs, aérosols ont fait leur apparition. Afin de tenir ces serviettes, les femmes portaient des ceintures. Donc ça, je l'ai mis parce que c'est pour vous dire que déodorants intimes, sprays vaginaux, portatifs, évitez. Je ne vous autorise pas à vous servir de ça. C'est très, très nocif pour la santé. Voilà.
Donc, je vais vous montrer une photo de, du porte-serviette quand même des années de tout ce que je viens de vous lire. Donc, c'était une ceinture sanitaire ou tablier sanitaire, ça s'appelait comme ça. Et donc, ça servait à tenir toutes ces serviettes que l'on faisait bouillir à la fin de chaque cycle. Donc, je vous mets la photo tout de suite. Voilà, donc autant dire que on est quand même un peu mieux maintenant, hein. En 1931, le docteur Earl Haas a l'idée d'utiliser des compresses chirurgicales comme protection périodique. Il crée le Tampax, contraction de PAC et de tampon. Le 19 novembre 1931, l'idée est brevetée. En 1933, ce qui n'est pas vieux du tout, hein, c'est Gertrude Tenderich qui rachète la licence. Mais le puritanisme, la gêne de montrer ce produit, empêche sa diffusion par une publicité. De plus, son mode d'utilisation rebute plusieurs femmes, notamment en Amérique. Dans le temps, il faut savoir qu'on ne parlait pas de tout. De toute façon, dans le temps, cette vidéo n'aurait jamais pu sortir de toute façon. Donc voilà, hein. Alors, les initiatives telles que la protection de doigts, l'applicateur ont permis au tampon de faire son apparition dans de nombreuses salles de bain, mais il faut attendre 1936 pour les voir en France. Donc un tampon avec applicateur, c'est un tampon où on ne rentre pas son doigt pour l'appliquer, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Même si je ne vous recommande pas du tout les tampons, je vous expliquerai tout ça pourquoi après, mais ensuite vous ferez ce que vous voulez, mais je vous le dirai pourquoi. Les applicateurs permettent donc de mettre sans le doigt et avec applicateur, non, le contraire. Vous m'avez comprise. Voilà. En 31, les coupes menstruelles sont également créées, mais contrairement au Tampax, elles ne font pas preuve de beaucoup d'intérêt de la part des scientifiques, des publicitaires et donc des femmes. C'est grâce à l'actrice chanteuse américaine Leona Chalmers que l'on doit les tests scientifiques et la commercialisation de la tassette en 1937. Mais caoutchouc. La tassette, c'est la Fleur Cup qu'on a de nos jours, hein. La tassette tomba alors dans l'oubli jusqu'à la fin du XXe siècle. Le caoutchouc donna des irritations chez certaines femmes. Donc, un nouveau modèle de coupelle en silicone a fait son apparition. Voilà. Donc, là, maintenant, ça, c'était pour l'histoire, hein. Je vais vous dire pourquoi pas de tampon. Pour moi, pour pas de tampon, j'en ai mis jusqu'à ce que j'ai ma première fille. Et maintenant, c'est hors de question. Donc, je vais vous dire pourquoi. Et vous ferez vos choix. Je vous dirai ensuite les avantages et les inconvénients des tampons et des serviettes. Donc, c'est moins écologique. C'est plus polluant, hein. Règle numéro 1. Moins écologique, tu meurs. Une femme utilisera environ 15 000 tubes de coton blanc dans sa vie de femme menstruée. Donc, en 40 ans, on utilise quand même 15 000 tubes de coton blanc. D'accord? Autant dire que c'est 15 000 tampons. Fois 300 millions de femmes dans le monde, dont 16 millions en France, à traiter avec différents produits chimiques, toxiques. La dioxine, c'est un produit qu'il y a dans les tampons, hein. C'est prouvé, c'est scientifique, hein. La dioxine, les tampons sont blanchis au chlore. L'émission World in Action, programmée à la télévision anglaise en 1989, a attiré l'attention sur les effets et les origines de la pollution à la dioxine et son implication dans la production de ce produit d'hygiène. La dioxine étant très cancérigène, en effet, le procédé de blanchiment au chlore utilisé par les fabricants provoquait des dépôts de dioxine en quantité infime dans ces produits d'hygiène intime. Depuis quelques années, donc, le blanchiment et la stérilisation des tampons, des serviettes se font au peroxyde d'hydrogène. C'est un produit similaire à celui utilisé pour décolorer les cheveux, par exemple, ou plutôt stériliser un verre de contact. Ce produit, en plus d'être moins polluant, ne dégage pas de dioxine dans l'organisme. C'est toujours très polluant. Le glyphosate. 80% des tampons et serviettes hygiéniques contiendraient du glyphosate.
glyphosate. Le nom commercial vous plaira plus. C'est le Roundup du groupe Monsanto. Pas besoin de vous faire un dessin sur la nocivité de cet herbicide. Herbicide égale produit pour tuer les mauvaises herbes. Hein. De plus, il est rigoureusement impossible de savoir quel procédé industriel est réalisé par telle ou telle marque. Certaines sous-marques utilisent-elles encore ce genre de blanchiment au chlore? On ne sait pas. En septembre 2015, une pétition en ligne demandait à Tampax la transparence totale sur la composition des produits. On a tout juste réussi à savoir que la marque Tampax utilise de la viscose en majorité et un peu de coton. Cette viscose est rajoutée pour 2 raisons. Elle est peu coûteuse par rapport au coton et elle empêche les fuites qu'il y avait avant, quand seul le coton était utilisé. Bon, je crois qu'on n'en est qu'à un que là. Et je pense que déjà vous aurez compris pourquoi le tampon c'est pas bien. Et ma santé, bordel. En 1980, des centaines de cas du syndrome du choc toxique ont été recensés. Une intoxication violente, fatale dans 5 à 10% des cas, dont le tampon peut être le déclencheur, comme l'explique Nevin L. Sol, chef de l'unité des staphylocoques de l'Institut Pasteur à Paris. D'abord, il y a une fièvre très élevée. Ensuite, il y a une espèce de collapsus. On tombe, on est ramolli, on a une hypotension. Il peut y avoir des syndromes cutanés, des rougeurs, des bactéries. Il faut qu'il y ait le germe qui produise cette toxine. Et le germe, c'est le Staphylococcus aureus. Donc, c'est le staphylocoque, je pense que c'est le staphylocoque doré, mais je ne m'avance pas. Il y a un certain nombre de personnes qui portent naturellement le Staphylococcus aureus au niveau de la muqueuse vaginale. C'est peut-être 20 à 30% de la population. C'est énorme. Le caractère hyperabsorbant fait que le sang qui est autour est absorbé et que la bactérie, à ce moment-là, est mieux oxygénée. Dans de rares cas, si la personne est dépourvue des anticorps pour se défendre, la bactérie prolifère et libère ses toxines dans le sang. En Suisse, aucun cas n'a été officiellement rapporté, mais en Europe, le syndrome existe, même s'il est rare. Donc quand même, voilà. Ton tampon hygiénique nique ta flore. Nous avons vu plus haut que le tampon est composé de viscose. La viscose est une matière artificielle ultra absorbante qui va vous débarrasser des flux rougeâtres. Attention, car les sécrétions vaginales lubrifiantes et la flore de votre intimité sont aussi absorbées. Et oui, la viscose ne pratique pas la sélection. Tampon hygiénique toxique. Ok, voilà. Sur ce que je viens de dire, en fait, le vagin est lubrifié naturellement. Donc, quand on a nos règles, il y a le sang plus je sais pas si je peux appeler ça de la cyprine. Les parents, ne me tuez pas si j'appelle ça de la cyprine et qu'on ne peut pas. Hein. En fait, le vagin, donc j'ai une mouche qui m'énerve. Le vagin est naturellement lubrifié et quand on met un tampon, le tampon absorbe le sang, mais aussi le lubrifiant du vagin, ce qui irrite très fortement celui-ci. Elle me saoule. Voilà. Pour le fun, je vous invite à visiter le musée de la menstruation sur internet. Donc c'est www.mum.org. Je vous le mets en barre d'infos. Ensuite, bon là, j'ai pas ça moins écologique, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Consommation de serviettes hygiéniques depuis le 1er janvier. 35 millions, depuis le 1er janvier, 35 millions 946 257. Ouh là là, c'est un trop grand chiffre pour moi tout ça. Je vais quand même vous lire ça. Sachez que les fabricants de tampons hygiéniques n'informent jamais de la composition de leurs produits. On a tout juste réussi à savoir que la marque Tampax, donc ça je vous l'ai dit, usine polluante. Les procédés industriels
nécessite une quantité folle de produits chimiques, d'électricité, de packaging, de plastique, de coton et de viscose. C'est vraiment pas écologique tout ça. Mais le problème ne s'arrête pas là, car il faut 400 à 500 ans en moyenne pour qu'un tampon se dégrade complètement, sans parler de tous ces tampons qui sont jetés dans les toilettes et qui les bouchent. Pensez à la nature et à ce qui va dans les océans. Donc, serviette hygiénique, je préfère. Mais étant de plus en plus en fait, je m'inquiète pour ma planète. J'ai vraiment envie de me mettre à la Fleur Cup. Donc, je vous en parlerai si je m'y mets. Je vais vous mettre une photo là maintenant de ce qui peut rester dans le vagin et l'infecter quand on laisse la porte ouverte à la colonisation de bactéries à cause du tampon qui assèche énormément le vagin. Donc je vous mets ça tout de suite et ensuite on revient pour parler de l'odeur et les tampons pour le pour et le contre et les serviettes le pour et le contre du site Doctissimo. Donc c'est pas moi qui l'invente, hein. Donc je vous mets tout de suite la photo du tampon et de ce qui reste dans le vagin. Voilà, donc vous avez vu quand même, je sais pas si on vous dit il reste ça dans ton vagin. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même que notre corps est fait sans rien, hein. On n'est pas censé avoir des bouts de coton ou de viscose à l'intérieur. Voilà. Donc l'odeur, si tu es une adolescente et que tu t'inquiètes de l'odeur, non, 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 c'est tout à fait normal. Et la réflexion qui a été faite donc sur le forum, on s'est toutes fait la réflexion un jour que l'on sentait de l'entrecuisse, non? Quand j'ai vu ça, j'étais morte. Donc en fait, les règles, ça pue. Oui, pourquoi? Parce que c'est le sang qui est oxydé. Ça sent le poisson pourri, mais avec les coupes menstruelles, ça ne le fait plus. Ils promettent que l'odeur n'y est plus car le temps n'a pas le temps de s'oxyder. Alors que dans les tampons, le sang s'oxyde et reste à l'intérieur de nous, et dans les serviettes, le sang s'oxyde et reste dans la serviette. Donc, l'odeur, voilà. Pour les autres, parce que quand tu mets un tampon, tu pues toi-même à l'intérieur, et quand tu mets une serviette, tu pues pas toi, mais tu fais bien sentir que tu pues un peu aux autres, quoi. Donc, tampon, quels avantages? C'est pratique. Pendant les règles, avec un tampon, on peut mettre un pantalon moulant, un short blanc, un maillot de bain et même aller à la piscine. Et ils sont pratiques à mettre dans un sac à main. Ils élargissent l'hymen. Insérer un tampon peut déchirer l'hymen quand il est plutôt étroit. Donc ça veut dire clairement vous déchirez l'hymen, ce qui se déchire quand on fait l'amour pour la première fois. Du coup, quand les règles sont peu abondantes, ils peuvent absorber l'humidité de la paroi vaginale et la rendre trop sèche. Résultat, quand on retire le tampon, il râpe contre la muqueuse et ça fait mal. Il peut aussi provoquer une irritation. Pour l'éviter, il faut déjà choisir son tampon en fonction du flux, un minimum s'il le faut. Un mini tampon quoi, hein, s'il le faut. Et pour les filles qui observent cet inconvénient, très souvent, il vaut mieux utiliser des serviettes. Je vais recommencer, je vais vous reprendre tout de suite puisque ma fille vient d'arriver. Voilà, donc vous me voyez complètement différente de la dernière fois. On est une semaine après. Il me restait vraiment un tout petit bout comme ça, mais il fallait que je le fasse. Donc, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit avant. Donc, quand ils disent avantage parce que la douleur de la déchirure de l'hymen ne se reproduira pas, en fait, ils disent que c'est un avantage dans le sens où, étant donné que vous aurez mis des tampons avant, le jour de votre premier rapport, vous n'aurez plus mal parce que la douleur, vous l'aurez eu avec un tampon. Voilà, c'est tout. C'est pas un avantage. Enfin bref, pour moi, c'en est pas un. Voilà. Ensuite, tampon, quel inconvénient? On peut les oublier. Quand un tampon est bien placé, on ne
on ne sent pas sa présence. Tant mieux, c'est hyper confortable. L'ennui, c'est qu'on peut facilement l'oublier, surtout en fin de règle. Du coup, tous les gynécologues ont déjà retiré un vieux tampon d'un vagin. Cela ne sent pas bon et augmente le risque d'infection car le sang est un bon milieu de culture pour les microbes. Donc ça c'est vrai, c'est arrivé à beaucoup de filles et j'ai vu énormément dans les forums les filles qui ont oublié leur tampon. Et ça, rigolez pas, hein, parce que ça peut vous arriver, je vous promets, qui ont oublié leur tampon et qui en ont même remis un par-dessus l'autre en fait. Et du coup, ça a fait des grosses douleurs au ventre. Et elles se sont retrouvées à l'hôpital. Et ça, on peut vraiment, vraiment l'oublier. Ensuite, un autre inconvénient du tampon, c'est que le sang peut déborder. Par exemple, moi, avec l'abondance des règles que j'ai, le tampon, c'est pas possible. Même le s'il y aurait 30 gouttes de sang dessinées sur la boîte, c'est impossible. Tellement le sang coule d'un coup, le tampon n'a même pas le temps de l'absorber que le sang passe à côté, carrément. Pourtant, j'ai pris toutes les marques, hein, j'ai tout essayé. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Même avec un tampon, il faut toujours, toujours, toujours mettre un protège-slip. Ça, c'est du sûr et certain. On ne met pas de tampon sans protège-slip. C'est vraiment déconseillé sur tous les sites que j'ai pu faire pour vous faire cette vidéo. Ensuite, des conseils pour les tampons. Donc la première fois, on utilise le tampon le plus petit et on l'utilise avec du gel lubrifiant pour faciliter l'insertion. Donc ça, c'est vraiment pour vos débuts, pour démarrer avec les tampons. Ensuite, acheter les tampons adaptés à son flux. C'est-à-dire, si vous avez des petites règles, achetez des mini. Si vous avez des très grosses règles abondantes, achetez des maxi. Si vous mettez un maxi alors que vous avez des mini, vous allez tout vous arracher. Enfin bref, vraiment respecter le tampon en fonction de son flux. Pour l'hygiène et les microbes, il faut changer son tampon maximum toutes les 3 heures. Pas dépasser 3 heures, c'est pas bon du tout parce que ça fait un nid à bactéries. Pendant la nuit, ils disent que c'est pas conseillé. Après, si on le met dans la nuit avec une serviette et qu'il reste 5 heures dans la nuit, on peut, mais c'est vraiment déconseillé de le mettre la nuit. Utiliser un protège-slip, ça on l'a dit. Ils disent que si le tampon t'irrite même un tout petit peu, il faut arrêter de l'utiliser jusqu'à ce que la muqueuse s'apaise. C'est-à-dire que si quand tu l'enlèves, tu as un petit peu mal, tu n'en utilises plus jusqu'à ce que tu aies plus du tout mal à la muqueuse. La muqueuse, c'est ce qui est les lèvres un peu internes, là, l'entrée du vagin, quoi, tu vois. Voilà. Quel avantage pour les serviettes? Pas de fuite. Avec des serviettes, on peut mieux se rendre compte de l'évolution du flux des règles et avec les serviettes actuelles hyper absorbantes, les fuites sont rares. Donc quand ils disent l'évolution du flux des règles, justement, c'est pour voir si tu as un flux mini, maxi, régulier, irrégulier, les heures vers lesquelles tu perds beaucoup plus, en faisant quoi tu perds beaucoup plus, voilà. Donc c'est pour apprendre à connaître ton corps justement. Les autres avantages des serviettes, ils disent que ça respecte le vagin. Et puis les serviettes n'agressent pas le vagin, elles ne font pas déchirer l'hymen ni introduire de microbes, elles n'assèchent pas intérieurement, elles n'obligent pas non plus à une pénétration sexuelle qui peut être ressentie comme un geste trop intrusif pour une fille vierge. Donc ça pour moi je valide totalement. Ensuite, par contre, il y a aussi des inconvénients. Donc, je voulais vous les mettre, même si pour moi, la serviette, pour l'instant, pour moi, reste la meilleure des solutions, puisque je n'ai pas encore testé la cup. Mais je pense que je vais la tester quand je sais pas, quand je sauterai le pas, mais je pense vraiment le faire. Donc, les inconvénients, ils disent leur visibilité. Même si elles sont de plus en plus fines, elles représentent une épaisseur supplémentaire dans le slip. Ça peut se voir quand on porte des vêtements vraiment moulants. Donc après, quand on dit vêtements vraiment moulants, pour qu'on puisse voir votre serviette hygiénique, il faut vraiment porter des vêtements... je crois qu'on peut s'abstenir pendant 5 jours de porter des robes en tissu hyper moulant façon Kim Kardashian.
Autre inconvénient, leur degré d'absorption. Les serviettes contiennent des capteurs de liquide très efficaces. Le problème, c'est qu'elles peuvent être asséchantes ou irritantes pour la vulve. Comparativement, les tampons absorbent moins, mais dans un endroit encore plus fragile. À chacune de voir ce qui lui convient le mieux. Donc, pour moi, franchement, ça sera les serviettes. J'ai rien rajouté, j'ai rien supprimé du forum d'Octissimo. Hein. J'ai vraiment, de toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. J'ai vraiment tout sorti comme c'était dit. Il donne quelques conseils pour les serviettes. Donc change de serviette toutes les 3 à 4 heures pendant toute la journée. Évite comme la peste les serviettes parfumées potentiellement plus irritantes. Et ça c'est vrai parce que bientôt là ils nous sortent des serviettes à la fleur, des serviettes à la lessive, des serviettes qui sentent le propre. Non, des règles ça pue, tu mélanges un truc qui pue puissance 10 000 avec un truc qui pue, qui sent bon puissance 1, ça pue. Donc en vrai ça sert à rien et en plus ça va tout irriter, tu vas te sortir avec des mycoses, donc non. Choisis une serviette bien adaptée à ton flux, ça on l'a dit. Si tu as peur des fuites, prends une serviette avec des ailettes autocollantes sur les côtés. Évite les vêtements blancs, le noir c'est le mieux pendant les règles au cas où tu as un flux brusquement très abondant. Pense à avoir toujours une d'avance dans ton sac, parfois les règles débarquent de manière imprévue. Donc ça c'est pareil, tu vas apprendre à connaître ton corps au fur et à mesure. Moi par exemple je sais, mes règles ils arrivent que la nuit. Donc quand je vois que je commence à avoir les symptômes, parce que tu commences à connaître ton corps hein, au bout d'un moment, j'ai les symptômes, tout ça, je mets une serviette la nuit. Si le lendemain matin elles sont toujours pas là, je remets une serviette la nuit d'après. Et des fois ça peut durer 3 jours comme ça, comme des fois elles arrivent sans que j'ai eu de symptômes et là par contre voilà. Hein. Mais généralement je le sais. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Je pense à toutes les mamans qui regardent cette vidéo, qui ont une ado à la maison et qui savent pas trop comment en parler avec. Moi je sais que cette vidéo, je vais la faire voir à ma grande de 9 ans. De toute façon à l'école ils entendent tout et n'importe quoi, donc je pense que c'est les mamans les mieux placées pour en parler. Alors si vous avez peur d'en parler, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo ou de vous inspirer de ça ou d'aller sur les forums. Je vous jure que ça peut vous aider pour n'importe quelle question. Je vais essayer de faire, je sais pas si ça vous intéresse, des vidéos comme ça qui peuvent vous aider à parler de certaines choses à vos enfants. Si je peux, parce que j'ai pas trop de tabou avec mes enfants, j'essaye de regarder sur internet les conseils, les psys, ce qu'ils disent et tout, ou alors je vous dirai carrément ce que moi je dis aux miennes, parce que j'ai des filles. Et voilà, c'est tout. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Sinon, je ferai quand je le sens de faire ça, quand ça me tient à cœur ou quoi. Mais si ça vous intéresse sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt!